Comment un poisson fait-il pour respirer sous l'eau? Et un insecte, comment ça marche pour lui? La respiration, ça a l'air simple comme ça, mais en réalité, c'est un défi que la vie a su relever de manière absolument géniale. Allez, on va explorer ensemble ces mécanismes fascinants. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que respirer, ce n'est pas juste une action mécanique. Pour chaque animal, c'est un véritable casse-tête biologique. Un problème à résoudre à chaque seconde, tout simplement pour survivre. Et ça, c'est vraiment la question centrale. Sauf que la réponse, eh bien, il n'y en a pas qu'une, loin de là. En fait, on découvre tout un éventail de solutions extraordinaires, chacune parfaitement taillée pour un mode de vie précis et toutes, bien sûr, façonnées par des millions d'années d'évolution. Parce que, évidemment, le défi n'est pas du tout le même pour tout le monde. Pensez-y une seconde. D'un côté, on a le poisson, avec un oxygène qui est rare et dissous dans l'eau. De l'autre, l'insecte, qui lui a de l'air en abondance, mais un air qui peut être très sec. Les conditions sont radicalement différentes. Chaque environnement a ses propres règles du jeu. Et pourtant, malgré tout ça, au niveau le plus fondamental, au niveau chimique, le principe de base, lui, ne change jamais. C'est toujours la même histoire. Il faut absorber le dioxygène, le carburant de la vie en quelque sorte, et rejeter le déchet, le fameux dioxyde de carbone. Allez, commençons par le milieu qu'on pourrait considérer comme le plus compliqué, l'eau. L'oxygène y est vraiment peu abondant et en plus, il est dissous. Alors comment un poisson, disons un gardon, fait-il pour l'attraper? La solution, c'est une petite merveille d'ingénierie naturelle, les branchies. Le mécanisme, c'est comme une pompe, mais une pompe parfaitement synchronisée. En gros, le poisson avale de l'eau et ensuite, il la force à passer sur ses branchies en soulevant ce qu'on appelle les opercules. Ces sortes de clapets qu'il a sur les côtés de la tête. Et ce flux d'eau, il est constant. Ça lui garantit un apport continu en oxygène. Mais si on y regarde d'un peu plus près, il y a un détail qui saute aux yeux. C'est leur couleur. Les branchies sont rouge vif, vraiment un rouge éclatant. Et cette couleur, évidemment, ce n'est pas juste pour faire joli. Non, non. C'est même l'indice numéro 1 qui nous explique comment ça marche. Alors la question, c'est d'où vient ce rouge si intense? La réponse est toute simple. C'est la couleur du sang. En fait, les branchies, c'est un réseau ultra dense de milliers de tout petits vaisseaux sanguins. Tellement dense que l'oxygène qui est dans l'eau n'a qu'une paroi minuscule, minuscule à traverser pour se retrouver directement dans le sang. Bon, on quitte le monde sous-marin et on remonte à la surface. Sur la terre ferme, le problème change complètement. L'air est beaucoup, beaucoup plus riche en oxygène. Et la solution la plus connue pour en tirer parti, c'est bien sûr le poumon. Chez les mammifères, un lapin par exemple, la respiration, c'est un cycle tout simple en 2 temps. D'abord l'inspiration, les poumons se remplissent d'air, puis l'expiration, on vide l'air. Et tout ce mouvement, il est piloté par des muscles très puissants, notamment le diaphragme. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Un poumon, ce n'est pas juste un ballon vide, non. L'air entre par la trachée, qui se divise en branches, puis en tubes encore plus petits, les branchioles. C'est comme un arbre à l'envers, un arbre de vie, dont les dernières branches se terminent par des millions de tout petits sacs. Et là, on arrive à la structure clé de tout le système, les alvéoles. Il faut imaginer des millions de ballons microscopiques. Et c'est là, précisément à la surface de leur paroi, qui est plus fine qu'un cheveu et qui est collée au vaisseau sanguin, c'est là que l'échange de gaz, presque magique, se produit. Mais attention, les poumons, ce n'est pas la seule option pour respirer de l'air. Pas du tout. Les insectes, eux, comme le criquet par exemple, ils ont choisi une approche complètement différente. On pourrait même dire radicale. Ici, on oublie complètement l'idée d'un organe centralisé. Les insectes, ils ont une sorte de réseau de plomberie interne, qu'on appelle les trachées. L'air rentre par des petits trous sur leur corps et il est livré comme un service de livraison express directement à chaque cellule qui en a besoin. Pas d'intermédiaire. Et c'est ça le point crucial. La différence de stratégie est énorme. D'un côté, le système pulmonaire, il est centralisé. L'oxygène est capté à un seul endroit, les poumons, puis c'est le sang qui fait le taxi pour le distribuer. De l'autre, le système des trachées, c'est totalement décentralisé. C'est de la livraison d'air direct sans que le sang ait besoin de transporter l'oxygène. Alors si on résume, on a les branchies, les poumons et les trachées. 3 solutions pour 3 mondes bien différents. À première vue, on pourrait se dire que tout les oppose. Et pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas un grand principe, une règle commune qui relie tout ça? Regardons ce résumé. D'un côté, on a des filaments super délicats pour l'eau.
De l'autre, des sacs ou carrément un réseau de tuyaux pour l'air. En apparence, les structures n'ont rien à voir, mais elles partagent toutes un secret de fabrication, un secret de conception. Et ce secret, le voici. C'est le concept de la surface d'échange. Peu importe la forme finale, l'objectif, au fond, est toujours le même. Il faut créer la plus grande surface de contact possible entre le monde extérieur et le milieu intérieur, et il faut que la paroi qui les sépare soit la plus fine possible. Ça, c'est la règle d'or. Et voilà, c'est ça la règle d'or. Que ce soit les innombrables replis des branchies, les millions et millions d'alvéoles dans les poumons ou le réseau complexe des trachées, le but est toujours identique. Maximiser la surface dans un minimum d'espace. Créer une surface immense dans un volume tout petit pour que l'absorption d'oxygène soit la plus efficace qui soit. Au final, quand on regarde ces trois solutions, si différentes en apparence, mais qui reposent toutes sur le même principe fondamental, on ne peut que se poser une question. Si l'évolution a trouvé au moins 3 réponses aussi élégantes au même problème vital, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur son incroyable, sa quasi infinie capacité d'innovation ?